L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Isabelle Hudon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes la nouvelle ambassadrice du Canada ici en France. Vous avez pris vos fonctions il y a quelques mois. Vous êtes la première femme à occuper ce poste et votre parcours est un peu atypique dans le monde feutré de la diplomatie. On y reviendra tout à l'heure. L'une des missions que vous a confié le Premier ministre canadien Justin Trudeau, c'est de faire ici en France le service après-vente du CETA, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Il est entré partiellement en vigueur au mois de septembre dernier. Il doit être validé ou non par les députés dans quelques semaines. Ce texte fait débat, vous le savez, vous le comprenez? Oui, et on l'entend bien et je l'ai entendu dès mon arrivée il y a 5 mois à Paris et surtout des craintes au niveau agriculture. Certains agriculteurs craignent de voir le marché français envahi par des produits qui ne respectent pas les mêmes standards qu'en France. Alors, j'ai vite compris qu'on avait un travail important de communication, mais particulièrement de pédagogie à faire sur ce traité. Vous le savez très bien, ce traité a été négocié par l'Union européenne et le Canada, et chaque pays membre de l'Union européenne doit maintenant ratifier. Alors, je suis arrivée à l'automne à Paris avec, en comprenant qu'il y avait certaines craintes, une certaine incompréhension également. Le Parlement, les députés sont à 72% de premiers élus dans ce Parlement, dans ce gouvernement du président Macron. Alors, on s'est attaqué à la tâche et on a fait de la pédagogie surtout, et comme vous l'avez mentionné, ce traité de libre-échange est en vigueur depuis le 21 septembre, ce qui nous donne des arguments réels et des données réelles versus des tendances et des projections sur lesquelles appuyer nos arguments que ce traité respecte en tout cas les règles et les standards que la France impose particulièrement pour la filière bovine. Alors, les règles ne sont pas forcément les mêmes de part et d'autre de l'Atlantique. C'est là la source de la crainte des agriculteurs, voire de la colère. Les opposants au CETA ont peur que le CETA profite au moins 10 ans, notamment en termes de règles sanitaires. Effectivement, les consommateurs, les agriculteurs s'interrogent sur la façon dont la viande, par exemple qu'ils vont manger, a été élevée au Canada. On sait que le Canada peut donner des hormones aux animaux, ce qui n'est pas le cas ici en France. Alors oui, c'est la crainte principale autour du bœuf. Donc effectivement, vous avez bien raison. Au Canada, on élève le bœuf avec hormones, ce qui est totalement interdit ici en France. Et le CETA ne change en rien l'interdiction en France de produits bovins avec hormones. Un chiffre, le bœuf canadien qui va arriver ici en France sera sans hormones. Sans hormones. Un chiffre important, nous avons 70 000 éleveurs au Canada de bœuf. Il n'y a que 36 éleveurs qui élèvent le bœuf selon les standards français. Ce qui fait en sorte que depuis la mise en œuvre de ce traité, le Canada a utilisé moins de 1% des quotas mis à sa disponibilité pour l'exportation de bœuf en Europe. Et ça s'explique par le fait que nos produits bovins ont des hormones et qu'on ne peut pas exporter en France. Même question sur les normes qui prévalent en Europe en termes d'environnement. On parle d'OGM. Est-ce qu'un jour, les consommateurs français, européens mangeront du saumon canadien élevé La même chose ici. Les règles européennes et particulièrement les règles françaises seront et sont respectées à la lettre pour les produits et les services, mais particulièrement les produits qui sont exportés du Canada et qui continueront d'être exportés du Canada. Il faut bien comprendre que ce traité n'efface en rien les règles en place, mais favorise un corridor de commerce entre le Canada et la France. On a longtemps, à juste titre, décrit la relation entre le Canada et la France comme une relation d'amitié. Et j'en conviens, je peux vous le dire, après 5 mois chez vous, j'ai reçu ce capital d'amitié et même d'amour face au Canada. On arrive à un moment où géopolitiquement, nos chefs d'État, le président Macron, le premier ministre Trudeau, sont de même génération de vision, d'idées et d'âge, entre autres, mais surtout de vision sur le monde. Et je trouve intéressant à ce moment-ci de pouvoir s'appuyer sur un socle solide d'amitié pour enrichir davantage notre relation économique
économique. Et puis quand le grand voisin américain, Donald Trump, Oui. multiplie les mesures protectionnistes, on imagine effectivement que se tourner vers l'Europe, c'est peut-être plus aisé, à la fois pour les politiques canadiennes et pour les entreprises canadiennes. Je ne suis pas convaincue que c'est nécessairement plus aisé, mais nos entrepreneurs réalisent qu'il n'est pas sain d'être hyper dépendant d'un seul marché d'exportation et de diversifier les marchés d'exportation assure une vie plus pérenne pour nos entreprises. Votre autre cheval de bataille, donc outre le CETA, donc ce traité de libre-échange sur lequel les députés français vont se pencher d'ici quelques mois, c'est lié à votre parcours de chef d'entreprise. Je le disais, parcours atypique. Vous qui êtes devenue ambassadrice, vous avez longtemps dirigé la financière Sun Life au Québec. C'est l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. La tâche est immense. La tâche est immense. C'est un travail au quotidien. Ce sont des gestes concrets à poser à chaque jour pour faire changer la direction des choses dans l'avenir. Alors, le premier ministre qui accueille le G7 cette année au Canada a identifié 5 grandes priorités pour le G7, dont l'une qui est l'égalité des genres, l'égalité entre hommes et femmes. Et il a voulu faire de cette priorité une priorité qui devient transversale aux 4 autres et que le sujet de la place des femmes soit discuté à chaque moment et à chaque instant des réflexions et des discussions du G7. Et pour ce faire, et pour forcer la note un peu, je l'avoue, il a mis en place un comité consultatif que j'ai accepté de coprésider avec Melinda Gates pour réfléchir aux recommandations précises que nous devons faire aux 7 leaders du G7 pour, au sein de leur propre pays et agir avec l'influence qu'ils ont sur le reste de la planète pour accélérer les changements requis pour que les femmes prennent la place qui leur revient. Concrètement, ces recommandations, qu'est-ce concrètement, que ça peut être? Par exemple, et là je peux pas trop spécifier de recommandations parce que les travaux sont en cours et on arrivera avec des recommandations précises début juin. Mais par exemple, l'éducation, l'accès à l'éducation pour les jeunes femmes à travers le monde, comment rendre sécuritaire l'accès à l'éducation pour les femmes, parce que pour vous et moi, avoir accès à l'éducation, ça veut peut-être dire diminuer les frais de scolarité. L'accès, on l'a défini comme ça pour nous. Mais en Afrique, l'accès se définit d'un point de vue sécuritaire parce qu'on sait que, et pas nécessairement en Afrique, mais dans certains pays, il est interdit pour les jeunes femmes d'étudier. Donc, comment rendre sécuritaire cet accès à l'éducation? Donc, on va retrouver des recommandations qui ne seront pas nécessairement toujours très pertinentes pour vous et moi dans notre environnement, mais où on va demander, inviter aux 7 leaders d'agir avec leur influence sur la planète pour voir accélérer ce mouvement. Si on parle du monde du travail au Canada, le problème se pose dans les mêmes termes qu'ici en Europe. Les inégalités de salaire, notamment à poste équivalent dans l'entreprise, sont immenses, à peu près 20% ici en France. L'équité salariale est un enjeu depuis les 15 dernières années au Canada et il y a des règles extrêmement strictes avec des mesures contraignantes pour les entreprises qui ne respectent pas ces règles. Et on a vu depuis 15 ans l'écart diminuer. Il faut des mesures coercitives. Au Royaume-Uni, par exemple, on impose aux entreprises de publier les salaires et les écarts salariaux. Nous, il y a des mesures coercitives au Canada et particulièrement au Québec parce qu'au Canada, revient à chaque province de mettre en place ces règles. Et je peux vous dire qu'au Québec, les entreprises qui n'ont pas respecté au début les règles sont effectivement divulguées sur la place publique. Et je peux vous dire que pour une marque employeur, ça peut causer énormément de dommages. Vous pensez que le changement au sein de l'entreprise doit venir d'abord des femmes? Non. Propres limites qu'elles se mettent? Je crois sincèrement que le changement s'opère avec les leaders d'aujourd'hui et que ce changement
s'opère lorsque le leader ou la leader de l'entreprise décide d'agir et que ce leader soit homme ou femme. J'ai toujours dit que dans ce débat, on avait besoin autant de l'action des hommes que des femmes. Et pourquoi? Parce que encore aujourd'hui, la grande majorité des leaders sont des hommes et ils font partie de l'équation. Vous pensez que plus largement, dans le sillage du mouvement MeToo, quelque chose est en train de changer dans le rapport entre les hommes et les femmes, dans le rapport que les femmes ont avec elles-mêmes? Avec elles-mêmes, effectivement. D'ailleurs, sur ce point, depuis quelques années, je suis arrivée à conclure que les femmes ne sont pas moins ambitieuses que les hommes, mais on a nécessairement ou malheureusement un peu moins de confiance que les hommes. Et le rapport avec nous-mêmes, on doit être de plus en plus à l'aise avec notre ambition, gagner de la confiance et foncer et prendre notre place. Parce qu'il est vrai que les leaders d'aujourd'hui doivent poser des gestes, mais les femmes également, je dis souvent que ce n'est pas de lever une main, mais de lever les deux mains lorsque les opportunités se présentent à nous. Qu'est-ce qui vous porte, vous, aujourd'hui, à titre personnel? Qui sont les femmes qui vous inspirent? Ce sont des femmes de pouvoir? Des femmes de pouvoir, mais surtout des femmes passionnées et déterminées. Non pas pour des raisons politiques, mais Thatcher est pour moi un exemple d'une femme extrêmement solide qui est restée déterminée. C'est un choix polémique, Margaret Thatcher. Mais non, je sais, mais j'ai bien voulu dire que c'est pas nécessairement pour des décisions politiques, sa vision politique, mais la force qu'elle incarnait. Je suis admirative des femmes et des hommes qui assument leur détermination et leur passion et qui regardent droit devant. Merci beaucoup Isabelle Hudon d'être venue sur ce plateau. Vous êtes, je le rappelle, donc l'ambassadrice du Canada ici en France et visiblement ces premiers 5 mois ici à Paris semblent plutôt bien vous aller. Merci à vous. Merci. Très belle journée. Paris Direct continue juste après la pause d'une nouvelle demi-heure d'infos avec Damien Coquet. À tout de suite.